Bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans ce nouveau talk par Be My Desk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Monsieur Ackermann. Bonjour François, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Super. Alors Jean-Philippe, vous êtes spécialiste de l'optimisme en entreprise et aujourd'hui donc vous allez nous parler un petit peu de justement comment rester motivé et optimiste dans cette période de reprise. Oui, mon métier, François, c'est effectivement d'aller dans les entreprises, c'est de faire des conférences en fait depuis maintenant quelques années au sein des entreprises pour montrer que l'optimisme est une vraie valeur, un soft skill comme on dit aujourd'hui, est une vraie valeur de performance. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure et qui permet aux collaborateurs d'avoir confiance. Et quand la confiance s'installe, en général, les résultats s'installent. Alors, on est d'accord, François, je vais partager mon écran Bien et sûr. puis je vais faire un petit keynote pour alors, on va voir si ça fonctionne bien parce qu'on a testé, mais euh, parfois, c'est pas ce qu'on veut. Est-ce que c'est bien là? Hein? Est-ce que c'est bien? Alors pour le moment, j'ai pas encore votre partage d'écran. Ah, d'accord. Donc, partager le. Voilà, et là, on doit la voir. Voilà, parfait. Voilà. Donc, je vais vous donner, là, et puis donner aux auditeurs trois clés pour booster son mental et renforcer sa confiance. Pourquoi j'ai voulu choisir ce thème? Parce qu'on sait qu'au niveau de l'entreprise, il y a trois piliers fondamentaux pour avoir un succès dans une entreprise. Et ces trois piliers sont bien sûr la stratégie d'une entreprise, c'est les compétences que j'ai dans l'entreprise, et puis c'est ce qu'on appelle le mindset, le mental. Mais on sait que 80% de la réussite, c'est lié au mindset, c'est lié au mental. Ça veut dire que dans cette période de reprise d'activité, je peux avoir une très très belle stratégie, je peux avoir réfléchi sur mes objectifs, je peux avoir réfléchi sur mon futur, je peux avoir des compétences très fortes au sein de mon entreprise ou même moi-même, je peux être en compétences très fortes. Si je n'y crois plus, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Si je ne crois plus en l'avenir, si je ne crois plus que c'est possible, ça n'y fonctionnera pas. Et donc moi, j'ai plein d'amis qui aujourd'hui sont complètement à l'arrêté parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils n'ont plus de mental. Donc je voudrais effectivement vous donner ces trois clés. Mais avant de vous donner ces trois clés, je voudrais partir par un prérequis. Par un prérequis et vous raconter un peu une anecdote de ma vie, une anecdote qui est fondamentale pour moi. Quand j'étais à l'armée, à l'âge de 21 ans, bon, je sais qu'aujourd'hui on ne fait plus l'armée, mais moi je faisais encore l'armée. Quand j'étais à l'armée à l'âge de 21 ans, il y a eu un événement dramatique, c'est-à-dire le décès d'un général, et j'ai été invité à lui rendre les honneurs. Et c'était la première fois que j'avais la confrontation à la mort. J'étais jeune, 21 ans, je vous le dis. Et quand je suis rentré après dans la caserne, j'étais un peu troublé, perturbé. Et je me suis rendu compte, quelques semaines après, en réfléchissant, qu'en fait, on vivait qu'une fois. Je dirais même qu'une seule fois. Alors quand on a 30 ans, 35 ans, ça paraît loin, mais je vous assure que ça passe vite. Et savoir qu'on vit qu'une fois, ben, c'est fondamental parce que bien sûr, comme je viens de le dire, on le sait, mais parfois on ne s'en aperçoit pas. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, que ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Ça veut dire que je ne peux pas refaire mon passé. Et souvent, on me dit qu'est-ce que tu referais dans ta vie si tu devais refaire quelque chose? Et je dis je referais tout. Et pourquoi tu referais tout? Parce que je ne peux rien changer. Et donc, il faut que notre passé, on le magnifie. Il faut que le passé, on le rende agréable. Même si on a eu des périodes difficiles, et j'en ai eu, et j'en aurai certainement encore d'autres, parce que c'est la vie, des hauts et des bas, mais je ne peux pas refaire. Donc ça ne sert à rien de dire ah si j'avais eu, si j'avais fait. Non, ça ne sert à rien. Et donc le troisième point, c'est que j'ai remarqué que notre espérance de vie était de l'ordre de 30 000 jours. Donc, à partir du moment où je me suis dit ça, qu'on vivait qu'une fois, que je ne pouvais pas faire retour sur le passé, que l'espérance de vie était de 30 000 jours, à l'âge de 21 ans, j'ai pris une décision qui est d'être heureux le reste de ma vie. Et vous voyez bien que j'ai un peu plus de 21 ans, et depuis cet âge-là, j'ai pris une vraie décision parce que le bonheur, c'est un choix, c'est pas une conséquence. Et je voulais vous mettre cette citation d'Albert Schweitzer, que peut-être vous connaissez, qui était un médecin il y a 100 ans, médecin dans la brousse, qui est un médecin alsacien, qui disait ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne la réussite.
C'est vraiment notre état d'être qui va donner la réussite, et c'est ma façon de voir les choses et les façons de voir l'avenir qui va faire que ma façon d'être heureux, qui va faire que je vais être plutôt dans d'une phase de réussite, que je vais générer la réussite. Or, trop souvent, on pense que c'est la réussite qui donne le bonheur, c'est complètement faux. Alors, après ce prérequis, qui est vraiment très important parce que là, on vient de vivre une période du confinement. J'avais deux façons de vivre la période du confinement. C'était soit de me lamenter, soit au contraire de me dire, c'est fait une période extraordinaire. Et moi, tout de suite, dès le premier jour, j'ai voulu faire de cette période-là une période extraordinaire. En deux mots, parce que c'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas la réussite qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne la réussite. Et si j'ai des personnes qui m'écoutent, qui, comme moi, ont perdu 100% de leur chiffre d'affaires, ce qui est mon cas, moi, en 2 jours, j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. Je ne l'ai toujours pas retrouvé, je vous assure. Mais je sais que c'est mon état d'être, ma façon de parler, ma façon de réagir, qui fait qu'aujourd'hui, on me donne la parole, comme François avec Be My Desk ou comme d'autres. Mais si je me lamentais, certainement qu'on ne me donnerait pas la parole. Et c'est parce que je génère ce bonheur que je vais générer forcément la reprise de mes activités et la réussite de ma profession. Alors, quelles sont les trois clés? Quelles sont les trois clés? La première clé que je voudrais vous donner, c'est de savoir lire les événements. Mais ça, c'est important. Savoir lire un événement, ne pas se laisser perturber par l'événement. Et je vais prendre une parole que j'aime bien avec la personne que j'appelle mon jeune homme. Mon jeune homme, parce que c'est Épithète, c'est un philosophe, et vous voyez qu'il a à peu près 2000 ans. Et j'aime bien cette parole parce qu'elle nous remet dans le contexte. Ça veut dire que ce qu'on vit aujourd'hui, d'autres l'ont vécu avant, d'autres le vivront après. Et il dit cette parole extraordinaire, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et c'est fabuleux, pourquoi? Parce que cette parole, elle nous rend libre, en fait. Moi, cette parole, elle me rend libre. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas l'événement qui me trouble, c'est l'idée que je vais me faire de l'événement. Et vous voyez bien que par rapport à un événement, qui peut être le confinement, le Covid ou autre chose, on a chacun nos réactions. Et en fait, j'ai toujours la double lecture d'un événement. Soit je peux regarder la menace d'un événement, soit je peux regarder les opportunités d'un événement. Et je peux vous dire que depuis le mois de mars, il y a plein d'opportunités qui sont ouvertes. Encore faut-il les voir. Je peux regarder les problèmes liés à l'événement, je peux aussi regarder les solutions liées à l'événement. Je peux regarder que le négatif ou je peux regarder le positif. Je peux être pessimiste ou je peux être optimiste par rapport à un événement. Si on prend ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est une reprise d'activité, les opportunités sont énormes. D'abord, il faut savoir que 99% de la population n'a pas été atteinte par la maladie. Donc ça, c'est aussi important de se le dire, de savoir lire un événement de façon positive, même si aujourd'hui, on va dire quand même que 70% de la population est atteinte économiquement par ce confinement. Mais c'est comment je vais lire cet événement et qu'est-ce que je vais en tirer. Donc cette parole, elle me rend libre. Alors, les petits conseils que je peux vous donner pour savoir lire un événement, c'est déjà de revenir sur ce que vous avez appris, sur ce que nous avons appris sur nous, sur cet événement. Et dès que, là, on parle du confinement, mais dès que vous trouverez un autre événement dans votre vie, moi je vous dis, j'en ai vécu beaucoup, c'est toujours se me dire, mais où est le cadeau? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'ai pu me restructurer? Comment j'ai pu changer? Comment j'ai pu modifier des choses? Par exemple, moi, j'ai appris à faire des webinaires comme aujourd'hui avec Be My Desk. J'avais jamais fait ça. J'ai appris ceci. J'ai appris à me servir du digital. J'ai appris à communiquer sur les réseaux sociaux. Je ne le faisais pas avant. Donc, merci le confinement parce que j'ai appris plein de choses qui vont me servir dans mon métier, puisque mon métier, moi, c'était la scène. C'était simplement de faire le show pendant 1 heure devant des chefs d'entreprise ou des collaborateurs pour diffuser de la motivation, diffuser de l'enthousiasme et diffuser de l'optimisme. J'avais jamais fait, entre guillemets, de la scène virtuelle, de la scène digitale.
Ce que j'ai appris aussi, j'ai beaucoup appris sur la façon de gérer une famille, la façon de rester chez soi, comment être plus simple, plus cool, plus relax, moins énervé. J'ai appris aussi à la lenteur du temps. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, revenir sur ce que vous avez appris va vous permettre de lire l'événement de façon positive. Et puis, quelles sont les opportunités que nous donne cet événement? Dès qu'il m'arrive quelque chose de difficile dans la vie, je sais, je peux regarder la menace, je vous l'ai dit, mais je peux aussi rechercher toutes les opportunités de l'événement. Et des opportunités, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Par exemple, la planète qui a été mieux protégée, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience encore plus forte sur comment protéger la planète. La règle d'équité qui a été plus forte, revenir sur les valeurs qui est beaucoup plus forte. Pour une entreprise, c'est importante. Il y a aussi, on va regarder, on va trouver un vaccin en moins d'un an, alors que normalement il fallait 10 ans. On a des remèdes qui arrivent beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'on a accéléré aussi la médecine. On a cassé des contraintes, des rigidités au niveau de l'État. Donc ça a été plein d'opportunités. Et dans votre entreprise, forcément, il y a aussi des opportunités qui se sont créées et donc il faut les rechercher. On peut les rechercher seul ou plutôt avec ses collaborateurs, c'est encore mieux. Et puis le troisième point, c'est raisonner en solution. Et là, je vous ai mis star, parce que je peux raisonner en problème et dire, ah bah, c'est un problème. Mais vous savez que chaque fois qu'on dit c'est un problème, on ne trouve pas de solution. Ben oui, c'est un problème. Mais souvent, quand c'est un problème, c'est la faute des autres. Je suis pour rien. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Or, quand je raisonne solution, je vais reprendre ma responsabilité. Et là, ce que je vous encourage, c'est de ne plus dire problème, mais de dire star. Star, ça veut dire situation temporaire à résoudre. Je voudrais donner un petit exemple parce que on va le voir un peu plus loin. La pensée est quelque chose de fondamental. Une fois, je faisais un coaching devant 300 personnes et je leur avais demandé de fermer les yeux et de penser à un problème. Et au bout d'une minute, je leur ai demandé d'ouvrir les yeux. Et là, je leur ai dit, à quoi pensez-vous? Ben, ils me disent, on pensait au problème, vous nous l'aviez dit. Et puis, je leur ai dit, maintenant, pensez à la situation. Je ne leur ai pas dit problème. J'ai dit, pensez à la situation, pensez à l'événement et pensez que c'est une situation temporaire à résoudre. Fermez les yeux pendant une minute. Et quand ils ont réouvert les yeux au bout d'une minute, ils m'ont dit, ben là, on a commencé à voir des solutions à notre événement. Donc, le premier point que je voulais vous donner, c'était pour avoir un mental de leader, pour avoir un mental de champion, je vais dire, c'est de savoir lire l'événement. Le deuxième point, c'est de faire le choix de l'optimisme. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire aussi. Je vous ai dit qu'à l'âge de 21 ans, j'ai pris la décision d'être heureux. Et à l'âge de 27 ans, j'ai pris une autre décision. En fait, j'ai été, à 26 ans, j'ai été embauché comme commercial dans une entreprise. 6 mois après, j'ai été le directeur commercial parce que le directeur commercial avait pris sa retraite et donc il y avait un poste à prendre, ils me l'ont donné. Donc j'avais pas beaucoup de commerciaux à gérer, j'en avais que 4. Et 6 mois après, le directeur général est venu me voir dans l'entreprise, dans mon bureau, pardon, et m'a dit, je vais prendre ma retraite. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un poste à prendre. Donc j'ai postulé pour être directeur général, alors que je n'avais pas de diplôme pour faire ça. Je n'avais jamais managé, que l'entreprise avait 75 salariés. Mais je m'étais dit, c'était l'histoire de l'opportunité et lire l'événement, je m'étais dit que si je ne postule pas à 27 ans, forcément qu'ils embaucheraient quelqu'un de plus compétent, de plus âgé, et que derrière, ben, l'opportunité, elle serait passée. Donc j'ai postulé. Et à ma grande surprise, ils m'ont nommé directeur général de la société à 27 ans, un an avant, j'étais juste commercial. Puis j'ai appris plus tard pourquoi. J'ai appris plus tard parce que je l'ai découvert très rapidement, mais j'ai appris plus tard, ils m'avaient nommé parce que la société était en quasi-faillite et qu'ils s'étaient dit qu'ils n'allaient pas embaucher quelqu'un de plus expérimenté, alors que le jeune qui était là, il était enthousiaste, il était positif, et que s'il échouait, c'était dans l'ordre des choses, mais peut-être qu'il pouvait réussir. Et en fait, moi, j'avais 75 personnes à qui je devais dire la situation de l'entreprise. Et je devais surtout redresser une entreprise. Je n'avais pas de compétences managériales, mais j'avais une conviction qui était celle du bonheur, puisqu'à 21 ans, je m'étais donné le droit d'être heureux. Et donc, je me suis dit que mes collaborateurs,
ben, eux aussi avec une vie, eux aussi ne pouvaient pas faire le chemin retour, puis eux aussi, ils avaient une espérance de vie de 30 000 jours, ben, ils avaient pour certains beaucoup moins. Et je me suis dit, mais si je leur donnais la possibilité d'être heureux au travail, et c'est pas aujourd'hui, c'était pas un moment où c'était tendance, puisque c'est dans les années 1980, certains d'entre vous étaient peut-être pas nés, et donc je me dis, mais si je mettais en phase un management basé sur la bienveillance, sur le respect, peut-être que ça pouvait fonctionner. Et j'ai fait un deuxième choix qui était de dire que si j'arrivais le matin en faisant la tête, en rouspétant, en disant toujours de mauvaise humeur, ça ne marcherait pas et qu'il fallait absolument que je donne du futur, que je donne du projet, que je donne de l'enthousiasme, que je donne de l'espoir. Et j'ai pris la décision d'être optimiste constamment et d'arriver tous les matins avec le sourire, le smile, avec une parole positive pour chacun, avec un projet construit, etc. Et en fait, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit parce qu'en un an, je dis bien en un an, on a redressé la société de 75 salariés. Bon, le bilan était bon, mais pas terrible, mais on a redressé la société. Et plus tard, ça m'a permis de faire progresser cette entreprise. Et 10 ans plus tard, cette entreprise avait 350 salariés dont j'étais le directeur général. Tout ça parce que j'avais fait le choix de l'optimisme. Alors, c'est quoi l'optimisme? L'optimisme, c'est, comme le dit Baden-Powell, c'est une forme de courage. Il faut être courageux pour être optimiste. Ça veut dire que c'est pas quand c'est facile qu'il faut être optimiste, c'est quand c'est difficile qu'il faut être optimiste. Parce que être optimiste, positif, quand tout va bien, ça c'est donné à tout le monde. Mais être optimiste quand tout va mal, ben là, c'est que les leaders qui savent le faire. Et c'est une forme de courage, mais ça donne confiance à mes collaborateurs. En fait, je leur ai donné confiance. Et c'est pour ça qu'ils avaient envie de venir travailler le matin, que le soir, quand ils partaient, ils étaient contents de travailler. Et ça a mené au succès, ce qui a été le cas. Alors, il ne faut pas confondre deux choses là. Je vais un peu vous parler d'optimisme. Il ne faut pas confondre le positif, le négatif, avec l'optimisme et le pessimisme. L'optimisme et le pessimisme, c'est une vision de l'avenir. C'est comment je vois l'avenir. Vous savez, le pessimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer. Alors que l'optimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui sait que ça va bien se passer. Moi, je sais que ça va bien se passer. Et il y a une différence entre positif et négatif qui est une valeur d'appréciation de l'instant. C'est-à-dire, j'aime ou j'aime pas. Vous pouvez vous m'écouter en ce moment, vous pouvez vous dire, bon, c'est super sympa ce qu'il dit positif. Vous pouvez vous dire aujourd'hui, bon, ça m'embête, je vais rester quand même jusqu'à la fin, mais ça m'embête, c'est pas terrible ce qu'il dit, ça c'est négatif. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez être optimiste ou pessimiste. Je faisais une émission sur France Bleu Grand Est, où vous savez, c'est là où il y a eu le plus de décès. Et je disais, c'était normal que les gens soient en colère, c'est normal que les gens soient dans la peine, c'était normal que les gens peut-être aient du ressentiment négatif, mais ça n'empêchait pas ce ressentiment d'avoir une vision positive de l'avenir. Et dans une entreprise et au sein de nous-mêmes, ben, l'optimisme, c'est cette force qui va nous permettre de dire, OK, après la pluie vient toujours le beau temps, donc quelle solution je vais mettre en place pour que ça se passe comme il faut. Mais vous voyez, ça veut dire que je dois savoir lire l'événement et ensuite, par rapport à cet événement, choisir l'optimisme plutôt que le pessimisme. C'est quelqu'un que j'aime bien aussi qui disait, c'est Shimon Peres qui disait, l'optimisme ou le pessimisme meurent de la même façon, mais vivent tellement différemment. Ben oui, parce que l'optimisme, c'est une forme du bonheur aussi. Alors, quelques clés aussi que je voudrais vous donner, c'est que si vous faites le choix de l'optimisme, c'est chaque fois qu'il vous arrive un événement, c'est de savoir relativiser. Ça aurait pu être plus grave, ce que j'appelle noircir l'événement. Tout à l'heure, je vous ai dit que 99% de la population, même 99,99% de la population n'a pas été touchée par la maladie. Ça veut dire que ça aurait pu être beaucoup plus grave pour 99% des gens. On aurait pu avoir des décès, on aurait pu avoir des difficultés. Certains les ont eus, mais pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est noircir l'événement. On peut aussi rédiger ce que l'on appelle le cahier des bonnes nouvelles. Vous savez, quand il nous arrive une mauvaise nouvelle, souvent on ne voit plus que ça. Comme on dit, on ressasse la mauvaise nouvelle. Et je dis souvent que
La mauvaise nouvelle, c'est l'arbre qui cache la forêt des bonnes nouvelles. Parce que si vous prenez un cahier des bonnes nouvelles, c'est ce que je fais moi, et je l'ai fait là, quand j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires, je peux vous dire que je ne me suis pas lamenté là-dessus, et j'ai repris mon cahier des bonnes nouvelles, et j'ai écrit toutes les bonnes nouvelles qui me sont arrivées dans la journée. Et une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est un oiseau qui chante, c'est le soleil qui brille, c'est un coup de fil sympa, c'est un message sur LinkedIn ou sur Facebook agréable, ou sur Insta, enfin, c'est ça le cahier des bonnes nouvelles. Et quand vous commencez à rédiger le cahier des bonnes nouvelles, vous apercevez qu'on a plus de bonnes nouvelles dans la journée que de mauvaises nouvelles, même si la mauvaise nouvelle est importante. Et c'est très très fort ça. Faites-le, vous verrez que c'est très très fort. Et puis, le troisième conseil que je peux vous donner, il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de booster ces doses. Et c'est quoi les doses? Les doses, c'est des hormones que l'on a dans le corps, qui sont des dopants naturels, c'est la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Et là, l'optimisme, ma façon de penser, l'optimisme est une force qui booste ces doses. Et ça, on le sait. Si on a des preuves aujourd'hui que de penser pessimiste génère des maladies. Des études sont sorties ces derniers mois, génèrent des maladies comme la démence, comme Alzheimer, tout ça, à force de penser pessimiste. Donc, penser optimiste génère ces hormones que sont la dose, qui peuvent être générées aussi par le sport, vous le savez, si vous faites du sport comme courir faire du vélo, faire de la natation, marcher, ça génère. Il y a aussi tout ce qui est l'ordre de la méditation, et puis aussi l'ordre de manger des fruits, des légumes, etc. Donc voilà, le choix de l'optimisme, après, je dois l'entretenir, et je peux l'entretenir en noircissant les événements chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, en rédigeant un cahier des bonnes nouvelles, et en faisant en sorte de générer, de booster mes dopamines, mes ocytocines, mes sérotonines et mes endorphines. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne tout ça? Comment ça fonctionne? Et j'ai mis adopter le penser par les positifs. Comment tout ça va fonctionner dans une entreprise, que je sois indépendant, comme moi, que j'ai 350 salariés, que j'ai 10 salariés, ou comme Be My Desk, qui sont une start-up. Comment ça fonctionne tout ça? À partir du moment où j'ai un projet, et ce projet, vous le savez, il faut qu'il soit smart. Et là, on n'a pas le temps aujourd'hui que je vous donne quelques entre guillemets, conseils pour revoir sa stratégie, parce que c'est ma spécialité, la stratégie d'entreprise, pour voir la stratégie, pour se repositionner, pour, comme on dit aujourd'hui, se réinventer. On n'a pas le temps de voir ça maintenant, mais déjà, vous savez très bien que vos objectifs de fin d'année ne sont plus les mêmes que ceux que vous aviez prévus il y a quelques mois. Donc, il faut rebâtir vos objectifs et certainement votre stratégie. Et donc, on va être sur le mode projet. Ces projets, il faut qu'ils soient smart, vous le savez, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans un temps donné. Et ce projet, s'il est smart, il sera atteint ou non atteint. Il n'y a pas de 99%, c'est pas atteint. Parfois, des gens me disent oh, j'étais à 80%, c'est atteint. Non, c'est pas atteint. Moi qui fais des marathons, par exemple, je peux vous dire que si je m'arrête à 42 km, je n'ai pas fini le marathon, puisque le marathon, c'est 42 km, 195 mètres. Donc le projet, il est atteint quand j'ai atteint 100% de l'objectif. Et ça, vous le savez. Comment j'atteins un projet? Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre en action. Mais si vous voyez bien, soit je mets des actions légères, oh, j'ai le temps, on verra bien, et j'atteindrai pas mon objectif. Soit je mets des actions massives, et aujourd'hui qu'on est en reprise d'activité, il faut bien sûr que je construise mon projet, mais que je remette des actions massives très 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 fortes, sinon je ne l'atteindrai pas. Moi, j'ai un associé, je peux vous dire que tous les jours, on travaille sur nos nouveaux projets pour, entre guillemets, sauver l'année 2020. Parce qu'aujourd'hui, l'année 2020, financièrement, elle est mal engagée. Et donc, on a trouvé des solutions, des opportunités parce qu'on pense positif et on sait qu'on va non seulement sauver notre année 2020, mais elle va être meilleure que 2019, ce qui n'était pas prévu au départ. Alors, vous allez me dire, OK, d'accord, je veux bien me mettre en action, j'ai compris qu'il fallait un projet, mais quel est le carburant de tout ça? Et on y revient. Le carburant, c'est la motivation, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Soit j'ai une énergie basse, je n'y crois plus, et je vous dis tout à l'heure que j'avais pas mal de confrères, de collègues, d'amis qui n'y croient plus aujourd'hui, ils sont plus en action, ils sont incapables d'avoir un projet dans la tête, ils n'y croient plus.
Ils pensent qu'ils ne savent pas, ils ne savent plus, ils tournent en rond. Et là, parce que leur énergie est basse. Et soit j'ai une énergie élevée, et là, je vais avoir envie de me mettre en action. Si vous avez des salariés, si vous m'écoutez, vous avez des salariés, vous savez très bien que si vous donnez une énergie basse à vos salariés, ben, ils mettent les pouces, ils n'ont plus envie. Mais que si vous leur donnez une énergie forte, ils ont envie, au contraire, de faire des choses, même ils travaillent pour vous. Alors, comment est générée cette énergie? C'est là que ça devient intéressant. L'énergie, elle est générée par les émotions, en fait. Et soit j'ai des émotions limitantes qui vont être la peur, par exemple, la haine, la jalousie, le ressentiment, la colère, et ça fait baisser l'énergie. Ça s'appelle des émotions de rejet. J'ai plus envie de vous suivre. Et vous comprenez bien, là je reviens de nouveau si vous avez des salariés, que si le mode managérial est un mode basé sur la peur, sur la crainte, sur la brimade, il ne faut pas s'étonner que mes entreprises elles aillent mal, parce que mes collaborateurs, ils n'ont plus envie d'y aller, parce que je leur fais baisser l'énergie. Alors qu'au contraire, si je manage avec des émotions dynamisantes qui sont l'optimisme, qui sont le bonheur, qui sont le rire, qui sont la bienveillance, le respect, enfin, il y en a tant d'autres, ces émotions appelées d'adhésion. J'ai envie de vous suivre. Et quand moi je me donne ces émotions, donc je reviens sur mon prérequis du bonheur, qui est une émotion, hein, qui est un état mais une émotion, quand je me donne cette émotion-là dynamisante, forcément ça me met moi-même en énergie. Et quand je doute, il suffit que je retravaille sur mes émotions pour me remettre en énergie forte et avoir envie de faire les choses si mon projet est motivant, bien évidemment. Si je reviens sur les entreprises, c'est exactement pareil. Si mes collaborateurs, je leur donne des émotions du bonheur, d'optimisme, de bienveillance, de respect, d'autonomie, mais je fais booster leur énergie. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir autour de moi des collaborateurs, des amis, des partenaires qui sont en énergie très élevée parce qu'il va falloir que mes actions soient massives pour sauver une année et peut-être même faire que ces années soient encore plus belles. Alors vous allez me dire, ok, très bien. Mais comment ça fonctionne les émotions? Eh bien, on y revient, ça fonctionne toujours par la pensée. Ma façon de penser au quotidien. Soit je pense au quotidien de façon négative et je me génère des émotions limitantes, soit au quotidien je travaille sur que ma pensée soit toujours positive et je me génère des émotions dynamisantes. C'est ma pensée qui fait tout. On a 50 000 pensées par jour, on a à peu près 40 000 pensées négatives par jour. Vous voyez, c'est pour ça que l'optimisme est une forme de courage, parce que c'est plus facile d'être négatif, mais il va falloir que j'apprenne à switcher mes pensées pour adopter une attitude positive. Donc voilà, 3 conseils aussi. Parlez constamment positif. Dès que vous commencez à parler négatif, corrigez-vous, parce que la parole donne la pensée, mais la pensée donne la parole aussi. Donc ne parlez toujours positif. Si vous savez, c'est un peu les auteurs Toltec qui nous disent que ta parole soit claire, quoi. Donc, n'hésitez pas, dès que vous sentez que vous parlez négatif, corrigez-vous, 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 parce que le cerveau, lui, il va switcher ses pensées négatives en pensées positives. Et après, ça va devenir, au début, c'est un travail, parfois on n'a pas l'habitude de le faire pour certains, mais pour ceux qui le font comme moi, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que même plus je pense en pensée négative, ou si je pense négative, très 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 vite, je vais switcher en pensée positive, et je fais attention de toujours parler positif. J'essaye de n'employer le négatif que très très rarement pour toujours être positif. Vous savez que souvent on dit, il y a des gens qui disent oui mais, ben oui mais c'est négatif. Donc plutôt dites oui et vous allez voir que tout d'un coup, comme je donne du positif à mes paroles, parce que oui mais, ce qui va être derrière va être complètement différent que quand je dis oui et, parce que et, je construis quelque chose. Et puis, allez, j'ai mis ça sous forme de boutade et éteigné la télé. C'est pas la peine de continuer à écouter tous les malheurs du monde, quoi. Parce que la télé, on vous donne que ça. Or, je peux vous dire qu'il y a plus de bonheur dans le monde, il y a plus de réussite dans le monde, il y a plus d'optimisme dans le monde que ce que nous donne la télé. Mais la télé ou les informations, etc., elles ont besoin de vendre. Et on sait très bien que nous, on achète le malheur plus que le bonheur. Mais je peux vous dire que sur la Terre, il y a beaucoup plus de bonheur que de malheur. Mais là, je n'ai pas le temps pour vous démontrer tout ça, mais sachez que c'est bien le cas. Alors, si je mets tout ça en forme, eh bien, on a des études de Harvard qui nous donnent quelques chiffres sur les entreprises. Et quand on travaille sur ce mental, quand on travaille sur cet optimisme, quand on travaille sur la pensée positive,
Quand on motive mes collaborateurs, quand je me motive moi-même, eh bien, on sait qu'en moyenne, c'est sur 2000 entreprises au monde, en moyenne, les ventes augmentent de 37%. Vous voyez, c'est intéressant aujourd'hui de se dire que mes ventes doivent repartir et que donc, si j'ai cette attitude positive, ce mental de leader, je vais pouvoir générer des ventes supplémentaires. Qu'en moyenne, la productivité augmente de 31%, mais ça, on le comprend bien. On le comprend bien que si mes collaborateurs, aussi moi-même, on est enthousiaste, positif, optimiste, ben on a plus envie de faire les choses, l'efficacité de 19%. Mais surtout, et je le vois, s'il y a des chefs d'entreprise qui me regardent maintenant, dites-vous bien qu'il va falloir gérer la confiance de vos collaborateurs. Et que si je commence à avoir un management basé sur la contrainte, ben, on va avoir des arrêts de travail. Et si j'ai un management basé au contraire sur la motivation, je vais faire baisser l'absentéisme parce que les gens vont être heureux de venir travailler, vont être heureux de reconstruire une entreprise, vont être heureux de reconstruire des produits. Et puis, pour les jeunes générations, vous savez, ces jeunes générations que l'on critique assez souvent, assez facilement, et moi j'adore, mais qui s'en vont dès que ça ne leur plaît plus, eh bien, je vais limiter le turnover. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Pour avoir ce mental de leader, savoir lire un événement, faire le choix de l'optimisme, parler et penser positif. Et je voudrais conclure ce petit propos, François, si tu me permets, par cette citation du Dalai Lama qui nous dit, et j'adore, et je vous demande vraiment de réfléchir à cette citation, vous pouvez la retrouver sur Internet, bien évidemment. Fais attention à tes pensées, elles deviennent tes paroles. Souvent, on dit, ah, je ne voulais pas le dire. Ben oui, mais tu l'as dit parce qu'au fond de toi, tu avais une pensée négative qui a fait que ta parole a été négative. Fais attention à tes paroles, elles deviennent tes actes. Vous savez, les gens qui disent, moi, je fais ce que je dis. Hein. Fais attention à tes actes, ils deviennent tes habitudes. Fais attention à tes habitudes, ils deviennent ton caractère. Et fais attention à ton caractère et ton destin. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que vos pensées, c'est votre destin. Ne blâmez pas ce que vous êtes aujourd'hui, ne blâmez pas le destin que vous avez aujourd'hui. Soit il vous plaît et continuez à avoir ces belles pensées que vous avez, soit votre destin aujourd'hui ne vous plaît pas, vous avez encore le temps d'en construire un autre, mais ça voudra dire qu'il faudra certainement changer les pensées et aller sur des pensées positives, optimistes, enthousiastes. Voilà, François, ce que je voulais dire aujourd'hui aux auditeurs de Be My Desk par rapport à ce mental de leader. Merci beaucoup Jean-Philippe, c'était vraiment très inspirant et plein de, j'ai envie de dire, d'énergie positive, donc merci beaucoup pour ça. Si on a encore un petit peu de temps, on peut peut-être passer aux questions de nos auditeurs. Donc je vous invite à les poser directement dans le chat, on va pouvoir les poser directement à Jean-Philippe. On a une première question, alors vous en avez un peu parlé pendant votre conférence, notamment avec le cahier des bonnes nouvelles, mais qu'est-ce que vous faites chaque jour pour garder votre optimisme? Est-ce que vous avez une routine à tenir? J'ai une routine, en fait. J'ai une routine, la routine, elle commence le matin, en fait. J'ai une routine qui est très, 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 très forte. Vous savez que les pensées, je vous disais tout à l'heure qu'on avait 50 000 pensées par jour, donc 40 000 négatives. Et qu'une des clés, c'est switcher ces pensées négatives en pensées positives. Dans la journée, c'est très facile à faire. Par contre, dans la nuit, c'est très compliqué à faire. Je ne peux pas le faire. Ça veut dire que soit la nuit, c'est bien passé, soit elle s'est mal passée. Parfois, je ne sais pas si elle s'est mal passée parce que j'ai pu avoir des pensées négatives tout au long de la nuit, dont je ne me souviens plus le matin. Et ces pensées négatives, on sait les éviter. On sait les éviter, ça veut dire que la veille, je vais... et le cahier des bonnes nouvelles, moi, je vous conseille de le faire le soir. Hein, c'est que la veille, je vais rédiger tout ce qui est 3 bonnes idées, 3 choses positives qui sont passées dans la journée. Je vais me mettre sur un projet positif et quand je vais m'endormir, mon cerveau, il va travailler plutôt sur le positif que sur le négatif. Mais imaginons que j'ai regardé des informations, imaginons que j'ai une mauvaise nouvelle, imaginons que, je ne sais pas, j'ai regardé un film un peu perturbant, etc., que je m'endorme là-dessus. Et bien, je peux avoir toute la nuit des pensées négatives et le matin, quand je me lève, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je n'ai pas d'énergie. Ça arrive vraiment à tout le monde, ça. Hein, je n'ai pas d'énergie. Et là, j'ai 2 choix. Soit je dis, bon, ben, voilà encore une journée de foutu et on n'en a que 30 000. Voilà encore une journée de foutu et vivement ce soir, qu'on se couche, bon, la journée est morte, etc. Soit je me dis, non, j'ai envie que cette journée, elle soit comme les autres, c'est-à-dire qu'elle soit enrichissante, qu'elle soit passionnante, qu'elle soit constructive. Et là, il faut avoir un rituel. Et moi, le rituel que j'ai,
Je l'ai tous les jours aujourd'hui. Attention, une habitude, un rituel, c'est différent. Prendre son café toujours à la même heure, c'est une habitude. Un rituel, c'est que je fais quelque chose qui peut être au quotidien, mais où j'y pose une intention dessus. Je sais qu'il y a une intention. Et moi, ce que je fais, c'est que, en fait, quand je me rase, je me regarde dans la glace. Vous savez, souvent, on se voit, mais on ne se regarde plus. Et là, je me souris. Alors, ça paraît bébête, comme ça peut paraître un peu bisounours, mais quand je me souris, tout de suite, dans mon cerveau, j'ai un ancrage qui dit, OK, la vie est miroir. La vie est miroir. Ça veut dire que tu vas recevoir que ce que tu vas donner. Et ça, c'est mon ancrage. Et parfois, je me fais des grimaces pour bien me prouver que la vie est miroir, parce que le gars en face, il me fait une grimace, quoi. Vous voyez? Alors, c'est tout bébête, un rituel, c'est bébête, mais au moins, je me dis, OK, ma façon d'agir aujourd'hui va me donner les conséquences, va me donner le retour. Si tu es négatif, pessimiste, si tu rages, tu auras un retour pessimiste, en colère. Si au contraire, ton attitude est optimiste, tu auras un retour optimiste. Et puis, je vais encore plus loin, et je fais ce geste de me piquer, là, vous savez, d'une piqûre au bras, et je dis, je me pique à l'EPO. Vous savez que l'EPO, c'est un dopant qui est interdit. Et moi, mon EPO à moi, c'est enthousiasme, positif et optimiste. Ça, c'est mon rituel du matin. Merci Jean-Philippe. On a une question d'Hélène Alouge qui demande comment restaurer la confiance avec les collaborateurs en cette période de crise sans passer à un management directif. Est-ce qu'il y a des actions routines concrètes à mettre en place? Oui, la première des choses à faire, il faut faire un management de proximité. Je ne sais pas combien vous avez de collaborateurs. Moi, j'avais 350 collaborateurs et je n'étais pas en confinement. J'avais 350 collaborateurs et mon boulot, c'était de faire du management. C'était pas de faire de la technique, c'était de faire du management. Et je passais tous les matins à dire bonjour à tous mes collaborateurs. Ça me durait 4 heures, mais c'était mon job. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être encore plus de proximité. Donner un vrai bonjour le matin. Vous savez, pas un bonjour où les yeux se fuient, mais un bonjour droit dans les yeux. On ne peut pas se toucher, j'allais dire avec une bonne poignée de main, mais un vrai bonjour. Et un vrai bonjour, c'est demander comment ça va. Mais demander comment ça va en attendant une réponse, pas demander comment ça va et je passe à l'autre. C'est s'occuper des gens, comment ça va, quelle est ta motivation, comment je peux te rendre heureux dans le travail, comment tu peux prendre plaisir à travailler. Ce n'est pas leur donner des objectifs aujourd'hui de job, c'est de voir comment ils ont envie d'être bien dans le travail. Et s'ils vous disent qu'ils sont mal, comment je peux les aider à être mieux. Et puis, je peux aussi leur dire, mais comment moi, je peux mieux manager pour que tu sois encore plus heureux de l'entreprise. C'est aussi qu'il ne faut pas avoir peur de ce discours aller-retour, de ce discours horizontal. Souvent, on a été trop dans ce discours vertical où le patron disait, les autres exécutaient. Un parcours même un peu parent-enfant. Puisque je suis le patron, je suis le parent, et toi tu es l'employé, tu es forcément l'enfant. Il faut revenir à une discussion adulte. Adulte, ça veut dire que, effectivement, moi je peux donner du moral aux autres, mais les autres peuvent aussi me demander de leur donner du moral et de leur demander comment ils voient l'avenir. Et ça, c'est un premier des points. C'est vraiment un management de proximité qui est important. Et après, je vous conseillerais de travailler avec eux sur le plan de développement de votre entreprise et pas de dire, voilà, j'ai décidé que le développement serait comme ça. Non, travailler ensemble sur les amis, comment on fait que 2020 soit une année réussie, comment on fait que 2020 soit une super belle année. Et c'est encore possible, mais travailler en management hyper participatif. C'est vraiment, il faut être hyper participatif et non pas directif. Et puis, générer des émotions dynamisantes, générer le bonheur, le sourire. Et vous savez, le boulot, on n'est pas obligé de faire la gueule au travail. On peut aussi sourire, on peut aussi s'amuser. La vie, c'est l'amusement. Pour moi, la vie est un jeu. Donc, faire en sorte que vos collaborateurs soient vraiment heureux le matin de venir vous voir parce que vous êtes constamment positif, constamment sur l'optimisme, constamment sur le bien-être, constamment sur le bonheur. Voilà quelques conseils. Merci. Je pense que encore plus qu'avant, il faut revaloriser le management de proximité. On a une autre question
pour, qui revient sur l'optimisme. Est-ce que être entre guillemets trop optimiste, ça ne nous empêche pas de prendre des bonnes décisions face à certaines situations, peut-être qu'on... Alors, c'est une question, François, qui est très importante. Mhm. Très, très importante. Ça veut dire que il faut savoir que l'optimiste ou le pessimiste voit la même réalité. Il n'y a pas... bon, après, je vais avoir des optimistes bisounours, mais ça, c'est pas ça l'optimisme. Hein. Il n'y a pas, vous savez, le pessimiste réaliste ou l'optimiste utopiste. Hein. Ça n'existe pas. Un vrai optimiste, c'est quelqu'un qui voit la réalité. Moi, la réalité aujourd'hui, c'est que j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. Je ne vais pas dire, je ne l'ai pas perdu, non, je l'ai perdu. C'est ma vraie réalité. Ma vraie réalité, c'est que mon métier de conférencier sur scène, il est bloqué pendant, à mon avis, jusqu'à 2021. C'est ma vraie réalité, ça. Et ça, je sais la voir. Mais la différence, c'est quoi? C'est que je me dis que les ressources sont en moi et que c'est ma propre responsabilité et que je vais construire un avenir optimiste et je vais prendre les bonnes décisions. Prendre la mauvaise décision serait de dire c'est les autres qui vont faire en sorte que ça aille bien. Non, c'est je prends ma propre responsabilité et je vais faire en sorte que ça aille bien par mon travail, par ma façon de penser, par ma façon de générer de l'enthousiasme sur mes partenaires, sur mes collaborateurs. Vous savez, quand j'ai repris cette entreprise, j'avais 27 ans, il a fallu que j'aille voir mon banquier. C'est parce que j'avais besoin d'avoir des lignes de crédit, j'avais besoin d'avoir du découvert. Ben, vous imaginez, si j'étais allé voir le banquier en faisant la tête, à mon avis, je n'aurais pas eu les lignes de crédit. C'est parce que j'étais enthousiaste, optimiste, confiant, qui m'a ouvert les lignes de crédit, qu'on a pu sauver l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est quelqu'un qui, comme le pessimisme, voit la même réalité, mais dont les analyses sont complètement différentes. Et pour finir là-dessus, si vous me permettez, François, bien sûr. Pourquoi c'est important d'être optimiste ou pessimiste? Parce que, en fait, ça, c'est ma façon de penser. Mais derrière, je vais mettre des actions corrélatives à ma façon de penser. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de se donner raison. C'est-à-dire que si je pense négatif, je vais mettre consciemment ou inconsciemment des actions pour me donner raison, pour dire, tu vois, François, c'était pas possible. On n'y arrive pas. C'est impossible. Je vous l'avais dit que c'était pas possible. Et je vous en fais la preuve. Parce que j'ai agi là-dessus. Alors que l'optimiste, il a aussi envie de se donner raison. Et il va mettre en forme des actions pour te donner raison. Moi, une de mes croyances, c'est que c'est pendant les périodes de crise que se font les plus belles réussites. C'est ma croyance. Moyennant quoi, je mets des actions pour que cette période de crise soit ma plus belle réussite. C'est ça l'optimisme. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je pense qu'on va pouvoir conclure ici. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant de terminer? Moi, je pense qu'on vit une période extraordinaire parce que c'est une période de changement, c'est une période dont on ne mesure pas encore tout ce qui va se passer. On a une chance inouïe, je dis, en ce moment, c'est que l'entreprise, elle a deux pressions. Elle a la pression exogène qui sont la digitalisation, qui sont le retour aux valeurs, le retour au sens, la protection de la planète. Beaucoup de changements en ce moment, la numérisation et puis maintenant tout ce qui est lié à l'aspect sanitaire. Et puis on a une chance inouïe, et François, vous êtes un des témoins, c'est qu'il y a tous ces jeunes qu'on appelle les millennials, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais qui ont une vision tellement différente de ma génération, et que si on sait bien lier les millennials, la façon de penser, qui est en train d'éteindre sur tout le monde la façon de penser que vous avez, avec l'équité, avec le respect, avec les protections, avec la liberté, avec l'envie de faire quand on est heureux, etc. Ben, je pense que si les entreprises, elles mettent en jointure ces deux pressions, elles peuvent aller très, 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 très loin. Et pour finir, si vous me permettez, François, parce que je suis très bavard, il va falloir m'arrêter maintenant, je voudrais dire aux chefs d'entreprise que travailler sur le bien-être, il y a 5 bien-être. Il y a le bien-être professionnel, il y a le bien-être financier, le bien-être relationnel, le bien-être physique et le bien-être spirituel. Travaillez avec vos collaborateurs sur ces 5 bien-être, mettez des actions face à ces bien-être, et à mon avis, vous allez avoir une entreprise extraordinaire à la fin de l'année. Voilà, François.
Merci beaucoup Jean-Philippe, merci beaucoup pour cette conférence, le temps que vous avez accordé au talk Be My Desk. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci Merci à François. tous pour votre fidélité. On se retrouve mardi pour un nouveau talk Be My Desk avec Marie-Joseph Harpon qui nous parlera de toute autre chose, qui nous parlera de la publicité sur LinkedIn, comment bien gérer ses campagnes sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant dans le lien qui se trouve dans la description. Ce sera également très intéressant. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci François, à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous tous.